On attend trop longtemps avant de régler des problèmes. Je trouve que depuis quelques années, moi je regarde les interventions que je fais, elles sont de plus en plus en situation de crise importante. Le mal est fait. Il est quasiment trop tard de rattraper la situation d'une manière ou d'une autre. Alors, bien évidemment, ces situations de contrainte au travail peuvent amener, puis ça, on en voit de plus en plus, des conflits dans des équipes, soit au sein d'une même équipe ou entre équipes. Alors, il y a plusieurs degrés là-dedans, hein. On peut être, en effet, sur des insatisfactions, de l'incompréhension, des points de vue qui sont différents. Petit à petit, après ça, ça s'exprime par un manque de communication, un manque de coordination, puis petit à petit, il y a une escalade. Ça devient un conflit à un moment donné, hein, où les gens ne veulent plus travailler ensemble. Souvent, si la situation dure dans le temps, ça va devenir aussi ce que j'appelle un hyper-conflit. C'est-à-dire que là, on va voir que le conflit entre deux personnes va devenir un conflit entre deux clans. Les gens vont choisir leur parti, hein, puis là, il y a une escalade dans tout ça. Puis c'est très difficile d'être capable de s'en sortir. La plupart des études qui ont été conduites jusqu'à présent nous montrent que les entreprises qui ont les plus grands succès en matière d'amélioration de la qualité de vie au travail, c'est quand ils commencent d'abord par mesurer l'ampleur du problème, puis où le bas blesse, autrement dit. Est-ce que c'est tout le monde qui est concerné, ou certains groupes d'âge, ou certaines équipes? Puis est-ce que tout le monde vit les mêmes problèmes ou peuvent les vivre différemment? Et quand je dis mesurer, ça ne veut pas juste dire mesurer quantitativement, ça peut être qualitativement, parce que je peux comprendre que dans une petite organisation de 45 personnes, on ne va pas se lancer dans un sondage, puis avec des taux de fréquence, puis des statistiques, des choses comme ça, c'est pas réaliste. Donc, pour moi, déjà, faire des rencontres avec des travailleurs, des travailleuses, puis les faire parler sur les problèmes qu'ils vivent, c'est une manière de mesurer les choses, mais de manière un peu plus qualitative. Quand le climat de collaboration n'est plus là, c'est sûr, il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est en lien avec quoi? Une charge de travail, de l'information qui est insuffisante, le fait qu'on soit plus impliqué dans les décisions qui nous concernent, le fait qu'on ne nous consulte plus, qu'on n'apprécie plus ce qu'on a à faire, que les équipes soient morcelées aussi, qu'on se retrouve à travailler avec des surnuméraires, des contractuels, des temporaires, puis qu'il n'y a plus de collectif de travail comme avant. Fait que c'est d'essayer d'objectiver qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisation du travail, mais aussi des rapports sociaux, pour que maintenant, les gens n'aient plus de plaisir à rentrer travailler le matin. Analyser, identifier les problèmes, mais pas le faire seul, pas juste le gestionnaire dans son coin ou juste le syndicat dans son coin. Ça ne marche pas non plus, on sait très bien, mais tout le monde ensemble autour de la table, puis d'avoir une vraie approche participative, raisonnable, réaliste, qui ne vise pas à avoir la tête de personne, mais qui vise à régler les problèmes. Ça, c'est l'élément important. De façon générale, qu'est-ce que l'employeur peut faire? Il peut surtout, j'allais dire, écouter et être sensible, être vigilant sur ce qui se passe dans son entreprise. Écouter ceux qui partent en absence, écouter ceux qui vont quitter leur emploi et se poser des questions sur pourquoi. Rencontrer, si possible, ces personnes-là et leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Il ne faut pas juste écouter, qu'ils soient capables d'entendre ce qui s'est dit et voir que réellement, il y a un lien entre le comportement du travailleur ou ses symptômes de détresse psychologique et les façons avec lesquelles il était géré ou il était dirigé. Comment le syndicat peut prévenir? On peut avoir des rôles clairs, une distribution de tâches qui est claire. On sait de qui relève telle activité. Et Rachel Cox, qui a fait une étude sur l'impact de la loi sur le harcèlement psychologique en milieu syndical sur les représentants et représentantes syndicaux, fois après fois, les représentants lui ont dit « Mais l'employeur ne met pas ses culottes. Il y a un conflit entre deux de mes membres parce que les rôles ne sont pas clairs. » Puis on pourrait très clairement déterminer les responsabilités de chacune et de chacun, et ça réglerait en amont le problème. Mais là, ça laisse pourrir une situation. Les employeurs ne prennent pas leurs responsabilités pour gérer, pour dire clairement, ça c'est votre rôle, et les limites de votre rôle sont là, et ça c'est votre rôle à vous.
Alors, l'employeur a des responsabilités en gestion. Il n'y a rien de pire qu'une gestion de laisser faire en disant « débrouillez-vous avec vos problèmes ». C'est ça qui va faire en sorte que le milieu va un jour devenir empoisonné. Je vais vous donner un exemple très concret d'un cas que j'ai eu. Un conflit dans une équipe, dans une organisation où il y a 10 secrétaires. Et on m'appelle en disant « Est-ce que vous pourriez venir leur donner une formation sur le respect au travail? » Leur apprendre à dire « s'il vous plaît, merci », puis à parler correctement. Je leur ai dit « Écoutez, c'est des dames qui ont 45, 50 ans. Elles savent c'est quoi, là, parler poliment. Elles ont élevé leur enfant certainement en leur disant qu'il fallait parler poliment. Là. Et le problème, à mon avis, il n'est pas là. » Et donc, on a rencontré individuellement, c'était 10 personnes, ces 10 personnes-là. Essentiellement, ce qu'on a constaté, c'est que la source de ce mécontentement ou de cette mésentente-là était sur le travail en tant que tel. C'est-à-dire que la rapidité avec laquelle il fallait qu'ils répondent avec la demande, le respect ou non des délais, puis de savoir est-ce que c'était grave ou pas grave de respecter les délais ou pas. La qualité aussi du document qui était préparé, est-ce qu'il y avait encore des fautes ou pas des fautes à l'intérieur, le délai de réponse qui était donné aux clients aussi, etc. Et donc, on a balisé, si vous voulez, les éléments du travail, puis on n'a absolument pas fait de formation sur le respect, parce que je considère que très souvent, les gens n'ont pas besoin de se faire dire qu'il faut dire merci, puis s'il vous plaît, puis arrêter de sacrer. Ils le savent, ça. Mais on est resté sur le travail. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Ce que les petites entreprises, les petits établissements, ou bien peu importe la taille d'une organisation, ce qu'un patron, en réalité, a besoin, c'est d'outils concrets. À savoir que si j'ai un problème de charge de travail, là, comment je peux faire pour le régler? Si j'ai un conflit entre 2 personnes, c'est quoi la méthode ou c'est quoi le processus que je dois suivre? Si les tâches ne sont pas claires au sein d'une nouvelle équipe que je viens de créer, comment je peux m'y prendre pour clarifier les tâches? Et il y a une limite dans l'outil aussi, c'est que l'outil tout seul, c'est pas toujours évident d'être capable de le faire, parce que moi, OK, je suis peut-être patron, mais je suis aussi en même temps plombier, mécanicien, préposé aux bénéficiaires ou je sais pas quoi, ou je m'occupe d'un centre, etc. Donc, j'ai un rôle qui peut être différent. Donc, l'accompagnement est important. À l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, on a développé un outil qui est utilisé par des intervenants en santé pour identifier et évaluer les facteurs de risque psychosociaux ou, si on préfère, les contraintes organisationnelles qu'il y a dans les milieux de travail. Ça amène le milieu de travail à se poser des questions sur ce qui se fait ou pas dans le milieu de travail. Alors, on leur pose des questions, 12 questions bien simples là-dessus qui peuvent se poser eux-mêmes, qui reprend en gros les 12 indicateurs là, de l'outil d'entrevue qui est plus long à utiliser puis qui exige une formation de base. Donc, il faut avoir des outils, puis il faut les accompagner, il faut les guider un peu dans l'utilisation de ça. Et ça, quand on le fait, ça marche. Après ça, il faut par contre là-dedans, dans cet accompagnement, être ce que j'appelle biodégradable. C'est-à-dire, il faut, après un certain temps, s'en aller. C'est pas de développer un accompagnement pour développer de la dépendance, c'est pour développer de l'autonomie, puis qu'ils puissent se prendre en main par eux-mêmes par la suite. Les syndicats font déjà beaucoup de soutien aux individus, souvent quand il s'est passé quelque chose, quand les dégâts sont amorcés ou quand la personne a eu des comportements qui ont été problématiques pour elle et pour les autres, ou quand son employeur a eu des comportements envers elle ou lui. Donc, on est plus dans l'après-coup, là, quand les dégâts commencent à être faits. Et puis, les cas peuvent s'accumuler, et puis donc, les syndicats, parfois, réussissent à agir en amont. Et puis là, il y a toutes sortes de chemins. Il y a les chemins qu'on penserait plus classiques, là, par lesquels passe l'action en santé-sécurité, en SST, qui sont le chemin du comité de santé-sécurité. Alors, c'est un chemin qui peut très bien être utilisé, on peut agir sur toute une série de risques par ce chemin-là, mais parfois, ni les syndicats ni l'employeur voient que c'est l'endroit où on peut parler de santé mentale au travail. Il y a encore le préjugé là, donc que ce sont des problèmes individuels. Donc, les comités de santé-sécurité devraient pouvoir discuter de ça. La loi sur la santé-sécurité ne touche pas que les risques à la santé physique. La santé, c'est global. Et donc, ça touche aussi la santé mentale. Quand on est dans un contexte d'équipe, ce que j'appelle en situation dégradée, souvent, on attend en effet que le mal soit là pour pouvoir intervenir. Je fais souvent l'analogie avec les véhicules qu'on a, nos autos qu'on a, où on va faire de l'entretien préventif. On va changer l'huile, on va changer les pneus, on va faire, pour s'assurer que la garantie va toujours être bonne, de faire des vérifications à tant de milliers de kilomètres. Bien, on ne le fait pas avec les équipes. On attend que le dommage soit fait pour s'en occuper.
Et là, encore une fois, quand je fais l'analogie avec les voitures, vous savez très bien que si vous attendez que votre voiture se brise pour la réparer, ça va vous coûter plus cher que si vous aviez fait l'entretien préventif. N'attendez pas que ça éclate. N'attendez pas qu'il y ait un grief ou qu'il y ait une demande. Faites-le tout de suite. Et ça, je pense qu'on, malheureusement, on a tendance à plutôt attendre très longtemps. Et c'est très difficile après ça de récupérer la situation puis de s'assurer que les gens ne sont pas affectés par ça. Ils vont l'être, puis ça marque à ce moment-là. Donc, plus tôt on intervient, mieux c'est. Alors, une chose fondamentale pour réussir à agir en prévention, c'est de... faut sortir de simplement le regard sur les personnalités et les conflits de personnalité, puis essayer d'aller voir ce sur quoi on peut agir, puis qui est souvent un déterminant bien plus important là, du fait qu'il y a des problèmes de santé mentale qui émergent dans des milieux de travail. Vous avez 3 conditions importantes à remplir. D'abord, c'est la volonté de s'engager là-dedans. Ça prend vraiment ce qu'on appelle en anglais le readiness. Hein? Il faut que les gens se disent, OK, j'ai un problème, mais est-ce que je veux le régler? Parce que souvent, les gens identifient les problèmes puis ils ne veulent pas les régler en tant que tels ou bien continuent dans le conflit alors qu'on essaye de résoudre le conflit. Souvent, les gens ont une solution qui est leur point de vue à eux. Mais moi, je leur dis souvent dans ces cas-là, si ça, vous ne pouvez pas l'avoir, là, ça serait quoi la meilleure solution de rechange qui pourrait être mise en œuvre? Et là, on voit qu'ils sont capables de baisser un petit peu leurs attentes. Et moi, je leur dis toujours, vous savez, dans une médiation, c'est aux 2 à faire un bout de chemin. Si c'est juste un qui fait un bout de chemin, là, oubliez ça, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit aux 2. Deuxième élément, c'est de parler du travail. On ne parle plus du travail aujourd'hui. On parle des demandes, on parle du client, on parle des problèmes de ressources, mais de comment on s'entraide, comment on se coordonne, comment on s'échange l'information, comment on peut s'aider, s'appuyer dans notre travail, si on ne parle plus de ça. Et le troisième élément, c'est bien évidemment la présence du gestionnaire auprès de ses équipes qui se fait de plus en plus rare. Très souvent, quand j'interviens auprès des équipes, ce que les équipes me disent à la fin, c'est « Monsieur Brun, n'oubliez pas de dire à nos patrons qu'on aimerait voir notre patron plus souvent. » Moi, il y a 25 ans, quand j'intervenais, là, les ouvriers, les gens, ils me disaient « Mon patron, moins je le vois, mieux je me porte. » Aujourd'hui, ils veulent voir leur patron. Et vous dites ça au patron et aux directions, puis ils se grattent la tête en disant « Comment on va faire? Comment on va faire pour que le gestionnaire passe plus que 3 heures ou 4 heures par semaine avec son équipe? » Et c'est à la fois un problème complexe, puis en même temps une demande tellement simple, qui est « Je veux juste que mon patron soit un petit peu plus souvent avec moi. » Et là aussi, quand les gens demandent plus de présence, c'est pas « Je veux qu'il soit 15 heures par semaine. » là. Juste s'il venait me voir une demi-heure, une fois par semaine, là, je serais très heureux. Juste ça. Donc, c'est pas des demandes non plus qui sont exagérées. C'est pas de la révolution industrielle, puis c'est pas besoin de doctorat en management pour le faire. C'est des choses simples, souvent.